Est-ce qu'on m'entend si je parle? Je peux parler. plus, Bonjour tout le monde, bienvenue sur le compte Paris Musée. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite balade dans un musée ensemble, ça va être trop stylé. Paris Musée, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un groupement de musées et de sites de la ville de Paris. Paris Musée, comme son nom l'indique tout simplement. Et parmi ces musées et ces sites, il y a le musée Carnavalet qui est spécialisé dans l'histoire de Paris. Trop bien, trop cool, déjà c'est un musée trop beau, mais nous, on va en voir qu'une petite partie parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est immense et vous aurez envie de revenir pour faire vous-même le reste, bien sûr, et voir en vrai ce qu'on va montrer. On va se concentrer aujourd'hui du coup sur la Révolution, parce que quoi de mieux pour parler de la Révolution que le musée de l'histoire de Paris en fait. Évidemment, énormément des événements révolutionnaires se sont passés ici, enfin ici dans Paris, vous avez compris, et ici aussi il y a un ancrage historique particulier, on va en reparler. On a avec nous Maxime qui est là-haut. Est-ce que tu nous vois Maxime ? Coucou, Maxime est spécialisée dans l'accueil des publics ici, en particulier l'accueil des jeunes adultes. Donc je vais la rejoindre et on va démarrer cette visite spéciale Révolution. C'est parti, petit moment sport pour moi. Et ça, c'est important. Gardez la forme et culture. Coucou Maxime. Bienvenue Manon, t'es pas trop essoufflée? Ça va, je vais m'en remettre. Trop cool, merci de m'accueillir en tout cas. Ah ben, on est ravis de t'avoir ici donc, au musée Carnavalet. Et puis tu l'as très bien dit, on ne peut pas tout voir ensemble aujourd'hui. Mais vous reviendrez pour voir le reste parce que ça va être trop bien en vrai. Ben oui, et puis du coup pour les gens qui nous regardent, je vais faire une petite présentation rapide du musée. Mais tu l'as bien dit, on a beaucoup d'œuvres ici, 3800 œuvres dans le parcours. C'est très grand. Ouais, c'est beaucoup d'œuvres, 1,5 km de parcours. Donc il y en a pour un petit moment. Nous on va se faire une petite heure ensemble. Donc. Voilà, c'est ça, on va se faire une petite heure ensemble et on va cibler parce que le musée, il parle de l'histoire de la capitale, de la préhistoire à nos jours, avec vraiment des œuvres d'aujourd'hui, du 21e siècle. Mais là, ce qu'on va voir ensemble, c'est une partie des collections. Alors, c'est les collections sur la Révolution française. Qui fascine. Bien sûr, qui fascine. Et puis en plus, à Carnavalet, on a la collection la plus importante au monde. Et oui, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées ici à Paris, donc c'est logique que ça arrive au musée de l'histoire de Paris. Ouais. Et je t'ai coupé au moment où tu allais dire les dates, pardon? Ouais, les dates, c'est 1789 à 1799. Alors, 1789, tout le monde connaît cette date pour le début de la Révolution française, mais 1799, pourquoi? 1799, c'est la forme de gouvernement qu'on va aborder dans la dernière salle qu'on va voir ensemble, c'est le directoire. Donc, c'est la dernière année du directoire. Très bien, donc c'est pour ça qu'on a un empan chronologique logique. Bon, c'est parti, je suis trop contente de découvrir ça, c'est la première fois que je viens. Honte à moi, bouh, bouh, super, ça a fait de l'histoire et c'est pas encore venu au musée d'histoire de Paris. Eh ben super. Mais on va réparer ça tout de suite aujourd'hui et on commence donc par cette œuvre que tu connais, je pense. Je suis trop contente de l'avoir en vrai, en effet, parce que pour ma thèse, j'ai travaillé sur des documents officiels, en partie de cette époque, et je l'ai vu plein de fois sur internet, mais pas en vrai. Donc je suis ravie de voir cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que c'est beau. Ouais, donc pour ceux qui nous regardent, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle date du 26 août 1789. Alors c'est très important dans la période révolutionnaire, on a beaucoup de dates, donc c'est important de situer les choses. Et ce document-là, il est fondamental parce que c'est vraiment le document fondateur des aspirations politiques nouvelles qui émergent et se mettent en place pendant la Révolution. Et vraiment, il nous accueille, quoi. Comme ça, direct, on sait qu'on est dans la Révolution en entrant ici. Je vois que tu as les différentes parties qui constituent l'affiche, le tableau plutôt, qui sont expliquées, hein, notamment ça. Qu'est-ce que c'est? Les complotistes sont-ils avec nous? C'est la franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'est ce triangle? En fait, ce triangle, c'est l'œil de la Providence, qu'on appelle aussi œil omniscient. En fait, pendant la Révolution, on remet en cause le fait que le roi tiendrait son pouvoir de Dieu, l'importance de Dieu comme centrale dans le pouvoir politique en France. Et donc, on a ce nouveau symbole qui est un triangle équilatéral qui représente les trois ordres qu'on va revoir après. Le clergé, la noblesse et puis le tiers-état. Et on a les rayons autour qui font référence aussi aux Lumières, qui sont les philosophes qui ont pensé toute une série de valeurs qu'on retrouve notamment dans cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc des symboles chargés de sens. Et on a le bonnet phrygien, la liberté, les maillons rompus, etc. Et on a toujours les symboles de la royauté parce que, on va le voir, la royauté, c'est pas tout de suite remis en cause. La Révolution, c'était pas tout de suite, on veut se débarrasser du roi. Alors, donc si jamais vous venez de nous rejoindre, on est en live au musée Carnavalet qui est spécialisé dans l'histoire de Paris, sur le compte Paris Musée donc. Et on parle de la Révolution en particulier parce qu'il y a 1 milliard de trucs dans le musée,
mais on a choisi aujourd'hui de faire une visite spéciale Révolution avec Maxime qui nous accueille. Et là, on est devant le tableau du roi, tu disais. Ouais, le portrait du roi Louis XVI, donc c'est écrit, et puis on le reconnaît aussi à ses habits d'apparat qui montrent son pouvoir. Mais attends, Révolution, roi, normalement, il n'y a plus droit à la Révolution. Ouais, ça paraît pas tout à fait compatible, mais en fait, il faut se rappeler qu'au départ, le roi Louis XVI, c'est lui qui convoque les États généraux. Alors, les États généraux, qu'est-ce que c'est? Les États généraux, c'est une vieille tradition qui consiste à convoquer une assemblée qui rassemble les 3 ordres qui composent le peuple français. Donc ces 3 ordres, tu vas nous les dire Manon? Alors c'est mon petit résidu des cours de collège et lycée parce que moi la Révolution je me rappelle de rien. Le tiers-état, la noblesse et le clergé. Ouais. Et aussi, donc intéressant, je trouve cette idée, on oublie vite qu'au début, la Révolution, c'est pas tout de suite le renversement de la monarchie. Pendant un temps, on compose avec la monarchie encore. Tu vas nous expliquer toutes les étapes. Oui. Mais donc, c'est le roi en premier qui décide de convoquer les États généraux, alors que ça faisait longtemps que c'est pas arrivé, c'est ça? C'est pas arrivé depuis 1614-1615, donc le début du XVIIe siècle. Donc ça fait un bon moment. Oui, c'est clair. Et au départ, le roi Louis XVI, il se dit que c'est un bon moyen de renforcer le pouvoir royal. Il n'a pas du tout l'objectif de remettre en cause son pouvoir, c'est ce qui arrive ensuite, on va le voir, mais au départ, c'est pas du tout son objectif à Louis XVI. Ouais. Et c'est même lui qui ouvre les États généraux, et on a son discours d'ouverture qui date du 5 mai 1789, donc la date d'ouverture des États généraux, c'est le 5 mai 1789, et le discours, il est là. Wow. Ça, c'est un document hyper beau, on voit qu'il est particulier. Ouais, il est particulier, alors notamment parce qu'il est imprimé sur un tissu assez précieux. C'est quoi d'après toi? Comme ça brille, je suppose que c'est de la soie. Ouais, c'est même du satin de soie. Donc c'est un très beau tissu. Voilà. Toujours imprimer son discours sur de la soie, écoute. Mais du coup, le roi, il s'est dit, je vais me réconcilier avec les gens en faisant, en convoquant les ordres. À mon peuple que je les écoute. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, et on ne l'a pas dit tout à l'heure, donc je le reprécise pour ceux qui nous regardent, et pour toi aussi Manon, c'est qu'en fait, la France traverse une crise économique très très importante. On a de plus en plus de protestations partout en France. Notamment à Paris. C'est la misère. C'est la misère, voilà. Et donc à l'époque, pour faire un petit rappel, le peuple parisien, c'est 600 000 personnes. Ouais. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Et donc il y a de plus en plus de protestations, à la fois à Paris et partout en France. Donc le roi dit, ok, la situation commence à être tendue, je vais avoir l'air d'être conciliant avec les gens, voilà. C'est ça. Donc il fait preuve de bonne volonté en convoquant les États généraux. Ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Non, ça se passe pas. Mauvaise stratégie finalement. Oui. Ouais. Ok. Parce que, en fait, je t'ai parlé du peuple de France et puis de Paris, mais l'immense majorité en fait de ce peuple, il est composé de ce qu'on appelle le tiers-état, c'est-à-dire les personnes les plus pauvres. Et donc le tiers-état, il n'est pas très content, il n'est pas très satisfait, il y a beaucoup de protestations. Et donc aux États généraux, il décide de se constituer en assemblée, donc en assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée qui a vraiment une souveraineté politique. Donc on sort d'un rôle simplement consultatif qui était donné aux États généraux. Et en plus, il est rejoint par le clergé, puis par une petite partie de la noblesse. Donc là, ça commence à être compliqué pour Louis XVI. Et il y a des nobles qui sont quand même OK de rejoindre... Ouais, il y a des nobles qui décident en fait de se rejoindre au tiers-état. Okay. Et là où ça se complique encore, c'est que le 20 juin 1789, on a un autre événement important. Lorsque les députés viennent pour siéger dans la salle habituelle, ils trouvent la porte fermée. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont pas contents. Ouais, ils sont pas contents. Ils protestent. Je vois que ça proteste de ouf et que beaucoup de bras sont levés. Ouais, donc là vraiment, fine analyse, Manon. Très fine analyse. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils décident de trouver refuge dans une salle qui est une salle de jeu de paume, qui va devenir ce qu'on appelle la salle du jeu de paume et qui est représentée ici avec tous les députés. Et donc, cette salle de jeu de paume, en fait, le jeu de paume, pour vous donner une idée, c'est un ancêtre, par exemple, du tennis, enfin, de jeux de raquettes comme le tennis. Donc, c'est comme s'ils trouvaient un peu refuge dans une salle de la place, quoi. Ouais, voilà. Dans une salle de tennis aujourd'hui ou de badminton, enfin, quelque chose comme ça. Et ce tableau est très, très connu. On l'a vu plein de fois aussi dans nos manuels ou autres. Moi, j'ai déjà vu David, donc, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc c'est un tableau de Jacques-Louis David. Ce qui peut surprendre, c'est qu'il est assez petit en fait. Oui, j'avoue, je m'attendais à
truc très gros à l'inverse de la Joconde quand on la voit en vrai. Ouais, oui, c'est vrai. Et donc en fait, c'est surprenamment petit parce que c'est une esquisse et le tableau final n'a jamais été réalisé entièrement. Ouais. On peut voir le tableau inachevé dans la salle du jeu de paume qui se visite toujours à Versailles. Mais en tout cas, on a l'esquisse achevée ici au musée. Et donc tu l'as dit, il se passe beaucoup de choses dans cette scène. C'est clair. Tu veux qu'on regarde un peu? Ouais, je veux bien. Vas-y, fais-moi les présentations de qui sont tous ces petits personnages. Enfin, petit. Alors, au centre, on a un personnage qu'il est très important de retenir pour la suite, c'est Jean-Sylvain Bailly. Ok, je le connais pas. Juste devant, je pense que tu peux deviner à leurs habits à quel ordre ils appartiennent. Je vois qu'il y a au moins deux prêtres. Alors, c'est pas tout à fait des prêtres, on a un abbé, l'abbé Grégoire. Ok, je connais pas les différences parce que je suis malheureusement nulle en religion. Mais des religieux en tout cas, on peut dire ça. C'est des religieux qui symbolisent justement la concorde religieuse. Très bien. Donc, ici l'abbé Grégoire, là un moine bénédictin et ici un pasteur protestant. Donc en fait tous les personnages qui sont représentés ici, c'est des personnages qui ont existé réellement et qu'on peut reconnaître. Par exemple ici, on a Robespierre qui à l'époque est avocat. En train d'avoir une extase ou je sais pas. Une révélation peut-être. Très expressif. Et à côté, on a Mirabeau. Et en fait, là, ils sont tous occupés, on le voit avec leurs mains levées, à prêter serment. Et en fait, ils se jurent de ne pas se séparer avant d'avoir établi une constitution pour la France. Très bien. Et ici, il se passe quelque chose aussi. Il y a quelqu'un qui n'est pas en train de lever la main, à ce que je vois, qui a l'air de ne pas avoir envie, je ne sais pas qui c'est. Oui, il n'a pas envie, effectivement. Et puis, il y a quelqu'un d'autre à côté qui essaye un petit peu de le... Qui le protège. Ouais. Non, il y en a un qui essaie de le forcer, puis un qui le protège. Oui, il y en a un qui essaie de lui prendre la main pour lui dire « Allez, toi aussi, lève la main, prête serment », et lui, il ne veut pas, apparemment. Oui, donc il refuse. Et effectivement, c'est le seul député qui a refusé de prêter serment. Et si l'autre député à l'arrière lui fait signe à l'autre « chute », c'est pour lui dire, en fait, on respecte la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression qui est vraiment une des valeurs clés de la Révolution française et qu'on retrouve notamment dans la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on a vue tout à l'heure. Parfait, super. Donc je t'ai beaucoup parlé des trois ordres et on peut aller voir ensemble une caricature que beaucoup de monde connaît. Qui justement les représente, en effet. C'est assez explicite et on sent la douleur, on se doute que la caricature émane du tiers-état, forcément. Et que ça représente la souffrance de porter les privilèges de la noblesse et du clergé. Oui, donc ce qui est un petit peu particulier, c'est que là, c'est la caricature sous les traits de femmes. On la connaît mieux sous les traits d'hommes, mais elle existe aussi donc, sous les traits de femmes, comme on la présente ici au musée. Et donc, on a au-dessus une femme qui représente la noblesse, qui est très richement habillée, qui a une coiffure à la mode. Un peu Marie-Antoinette style, voilà, les coiffures très hautes et tout. Juste à côté d'elle, aussi sur le dos de la pauvre femme qui représente le tiers-état, on a une femme en habit religieux qui représente le clergé et en dessous le tiers-état. Et l'objectif, c'est bien sûr de dénoncer la charge et l'inégalité que font peser la noblesse et le clergé sur le tiers-état qui doit payer tous les impôts, assurer les corvées, etc. Je vois qu'il y a plein de belles vaisselles aussi juste à côté. Des petits goodies de la Révolution, c'est ça? Alors, on va en voir beaucoup des goodies de la Révolution. Et justement, on peut aller en voir un juste à côté. Allez. Let's go. Si vous venez d'arriver, on est en live sur le compte Paris Musée. Et plus précisément, on est au musée Carnavalet, qui est spécialisé dans l'histoire de Paris. Et aujourd'hui, avec Maxime, on fait une visite spéciale Révolution, mais il y a plein d'autres choses à voir dans le musée. En effet, alors c'est un goodies, on disait qu'on était en train de voir des goodies de la Révolution. Massif quand même, on peut le dire. Très, très massif. C'est la Bastille, je reconnais. C'est la Bastille. Mais quel est cet objet? Alors, cet objet, je vais te donner un petit indice. Ça pèse 500 kilos et c'est du mobilier. Donc, c'est un truc de déco à mettre à la maison? Oui, ça pourrait être un truc de déco, mais c'est plutôt en fait un truc utilitaire. C'est un poêle. Ah oui, donc extrêmement ironique. Vu qu'on a pris la Bastille en y foutant le feu à moitié, etc., j'imagine. Donc là, très drôle. Et donc ça, c'est les révolutionnaires en souvenir de
la prise de la Bastille qu'ils ont faite, ils se fabriquent des poêles en forme de Bastille, c'est ça? Oui. Ok. En fait, il y a tout un imaginaire de la Révolution et surtout, la Bastille, c'est vraiment le symbole de la Révolution française, l'événement très marquant qui lance un petit peu la machine révolutionnaire, on va dire. Et donc, en fait, cet objet, il est conçu en 1792 et il va avoir un usage défini très particulier qui est en fait de chauffer la salle de la Convention. Et la Convention, c'est l'assemblée politique qui exerce le pouvoir en 1792, première année de la Première République. Donc c'est un beau symbole à mettre dans leur salle de réu. Voilà, on chauffe de exactement. manière détendue. C'est juste un petit truc comme ça qu'on a fait construire, c'est rien. Non, c'est assez culotté, c'est très drôle. Et du coup, je te propose d'aller voir comment ça s'est passé, ces fameuses... Alors justement, la prise de la Bastille, puisqu'on y vient. Donc, tu vas me rappeler toutes les étapes, parce que voilà, mes souvenirs de l'école sont très lointains et tout, je ne suis pas du tout spécialiste. Donc, prise de la Bastille. Alors déjà, c'est quoi la Bastille? Alors, la Bastille, c'est une prison d'État. Et c'est pas n'importe quelle prison d'État, c'est vraiment la prison qui est le symbole en fait de l'absolutisme royal. Ouais. L'absolutisme royal, c'est-à-dire de la toute-puissance du roi, parce que sur simple lettre de cachet, le roi peut te faire enfermer à la Bastille. Donc ça représente la justice aveugle aussi, l'arbitraire du pouvoir royal, Voilà. etc. Si tu déplais au roi, il écrit une lettre, il la signe, et puis c'est fini. Enfin, sans doute, il fait écrire la lettre. Il la signe. Il n'a pas le temps d'écrire ça. Il n'a pas le temps d'écrire sa lettre. Ok. Et donc, au moment où on prend la Bastille, c'est pour libérer les prisonniers politiques? Ouais, alors on prend la Bastille en partie parce qu'on se dit c'est un symbole de la royauté et on a envie de s'y attaquer, mais pas que. Le peuple est généralement mécontent avec le roi et puis surtout il a peur. Il a peur parce qu'on a des soldats qui sont autour de Paris. Le roi a fait poster des soldats? Ouais, le roi a fait poster des soldats plutôt dans une idée de protection, sauf que le peuple prend peur, il a l'impression que Paris va être attaqué et comme il prend peur, il se dit qu'il a besoin d'armes, alors il va aller chercher, on le voit ici, aux Invalides. D'accord, on va chercher des armes aux Invalides. Mais ensuite, ces armes, il faut les charger, on a besoin de munitions et donc on va à la Bastille pour chercher de la poudre. Ok, c'est pas juste pour libérer des prisonniers, donc c'est aussi pour s'équiper du coup. C'est aussi pour s'équiper. Parce que, ironiquement, on a eu peur de l'autorité qui se durcissait, quoi. C'est quand même, ça a provoqué exactement l'inverse que... Ouais, encore une fois. Il y a des rumeurs qui enflent et ça fait peur et donc en fait, ça entraîne cette attaque de la Bastille, cette prise de la Bastille qu'on va représenter sur ce tableau de Jean-Baptiste Lallemand. Ouais. Celui-là aussi, on l'a vu plein de fois dans plein de livres, manuels ou autres. Trop bien de le voir en vrai. Tac, donc on prend la Bastille, ok. Ensuite, du coup, on va décider de sa démolition. Alors, tu te dis peut-être que... Oui, c'est vrai, la Bastille n'est plus du tout à la Bastille aujourd'hui. Elle n'est plus du tout à la Bastille. Et puis en plus, ça pose pas trop de problème de décider de la démolir parce que quand on prend la Bastille, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas beaucoup de gens qui y sont emprisonnés. Donc, c'est vraiment plutôt pour le symbole. Okay. Ça pose pas trop de problème. Mais par contre, détruire un truc comme ça doit être extrêmement long, non? Alors c'est assez long et puis surtout ça demande beaucoup de monde et on a justement un tableau qui montre comment on détruit cette fameuse prison d'État qu'est la Bastille. Ah ouais. Ah oui, en effet. Donc tu vois tous les petits gens, petits gens entre guillemets parce qu'ils sont très loin, perchés sur la Bastille en train d'enlever les pierres quoi. Oui. Ah, c'est fou. En tout, il faut se dire que c'est 800 ouvriers qui sont dirigés par un entrepreneur qui est Pierre-François Pallois. Et puis, tu dis bien qu'ils sont tout petits, ils sont en train de jeter les pierres de la Bastille. En fait, ça, c'est un peu une exagération du peintre. Ouais. C'est qui le peintre? Je ne sais pas si on l'a dit. Ouais, le peintre, alors justement, c'est Hubert Robert. Et Hubert Robert, si vous voulez chercher sur Google tout simplement, si vous ne connaissez pas, ouais, c'est vrai. Il fait des tableaux en fait qui représentent des ruines et au départ c'est plutôt des ruines inspirées de l'Antiquité, c'est assez bucolique, un petit peu charmant. Sauf qu'il se dit là c'est vraiment une belle occasion de représenter un événement historique qui est cette démolition de la Bastille, c'est une forme de ruine en fait. Hein. Ouais. Une ruine moderne. Une ruine en plein Paris. Ouais, carrément. Sur la place de la Bastille. Il y a un côté romantique, ça rappelle ces peintures de ruines en effet antiques et tout, carrément.
Voilà. Et puis du coup, bien sûr, Hubert Robert, qui a un peu le sens de la démesure et de l'exagération, il représente la Bastille comme si c'était un monument complètement immense. Alors c'était grand, mais pas aussi grand. L'échelle est un peu exagérée. Voilà. Et c'est un moyen, bien sûr, de dire que c'est un événement sans précédent, qui a une ampleur historique incroyable et que c'est complètement fou de vivre ça. Et c'est vrai que ça paraît assez fou. C'est assez fou en soi, clairement. Oui. Mais du coup, c'est vraiment génial parce que si vous nous rejoignez, à l'instant, nous sommes en live au musée Carnavalet, où on parle de la Révolution, puisque c'est un musée spécialiste de l'histoire de Paris. Et donc, vous pourrez apprécier en effet tous les petits personnages qui sont en train de jeter les pierres qui tombent au fur et à mesure. Et il y en a plein en bas. Ça, c'est fou. Et à propos de pierres, oui, à propos de pierres, alors ces pierres, qu'est-ce qu'on en fait? Ça fait beaucoup de pierres. Hein. On les réutilise. On les utilise. Déjà, on les utilise dans d'autres constructions de Paris. Donc, on peut imaginer qu'encore aujourd'hui, dans Paris, on peut trouver des pierres de la Bastille sans le savoir. Ouais, c'est clair, Aussi, on a une idée de génie, enfin plus précisément Pierre-François Pallois, l'entrepreneur qui est en charge du chantier. C'est bien, tu suis. Et en fait, il a une idée de génie. Il se dit, je vais faire des maquettes de la Bastille façonnées dans des pierres de la Bastille. Non, mais vraiment, le business plan, c'est parfait. C'est très ingénieux. Non, mais ça, c'est incroyable. Donc, c'est une pierre qui était dans la Bastille. Oups là, je dépasse les. Qui était à la Bastille et qui a été taillée en forme de maquette de la Bastille et qui est vendue. Ouais, en fait, c'est une pierre de la Bastille qu'on sculpte pour devenir une maquette de la Bastille. Et en tout, on en fait une centaine et on les envoie aux ministres, aux départements, 83 départements en tout, et puis à des personnalités étrangères comme Washington. Donc c'est dire à quel point on a envie de diffuser en fait cette imagerie de la Révolution. On va vraiment faire de la Bastille en fait aussi un motif décoratif comme sur cette armoire. Enfin, on en fait plein de choses. C'est incroyable, le business parce que je suppose qu'il les a vendus. Donc il s'est fait de l'argent. Il s'est dit tiens, il y a un truc à faire. Il y en a qui l'envoient et puis. Surtout, ce qu'il vend, c'est des sortes de goodies de la Bastille. Donc, on a parlé de goodies déjà tout à l'heure, et là, ça va encore plus loin. En fait, Pierre-François Pallois, il fabrique dans des pierres de la Bastille toutes sortes d'objets souvenirs, comme ces boutons. Ah, donc ça, c'est des boutons faits avec des pierres de la Bastille. Ouais, c'est des boutons. Donc, on peut être à la mode Bastille. Ouais, c'est clair, il n'a pas perdu le nord, quoi. Il s'est dit, nickel, je vais en profiter pour faire de l'argent, puisqu'après tout, pourquoi pas. Idée de génie. Et donc là, il y a plein d'objets... qui proviennent de la Bastille, c'est ça? C'est ça. Donc, on a les clés. Grosses clés. Et à côté, qu'est-ce que c'est à ton avis? C'est pas un truc de torture? Oui, alors ça ressemble un peu à un instrument de torture, mais en fait, c'est tout simplement des menottes. Alors, on peut imaginer que ça pèse son poids. Oui, ça a l'air, ouais, c'est clair. Et ça? Et ça, c'est une boucle d'oreille qui est retrouvée lorsqu'on démolit la Bastille. Ok. C'est fou. Ouais, c'est une petite boucle comme ça. Enfin, donc plein d'objets qui viennent soit de la Bastille directement, soit qui ont été recyclés de la Bastille pour faire d'autres objets. C'est très ingénieux de sa part. Et puis tu vas voir tout au long, on va avoir beaucoup d'objets comme ceux-là qui proviennent d'événements de la Révolution, qui sont inspirés d'événements de la Révolution. C'est vraiment très caractéristique de cette période-là. Ok. Voilà. Et puis maintenant qu'on a fini de parler de la prise de la Bastille, on va parler d'autre chose qui se passe en juillet 1789, qui est un petit peu moins connu, mais qui concerne l'histoire de Paris et qui est important. Très bien. Déjà, on retrouve un personnage dont je t'ai parlé quand on a vu le tableau du serment du jeu de paume. Celui qui était au milieu. Bailly. Ouais, c'est Jean-Sylvain Bailly. Et Jean-Sylvain Bailly, il est important parce que c'est le premier maire élu à Paris. C'est-à-dire que pour la première fois, on va avoir une administration parisienne dont le pouvoir est confié à un maire élu. Ah, super, ok. C'est vrai que, moi en tout cas, je ne connaissais pas son nom et tout, donc je suis contente de découvrir le personnage, quoi. Et pourtant, il est au centre de ce tableau qu'on a vu 1000 fois. Oui, tout à fait. Et puis, il est important puisqu'on est dans un moment, en fait, où, à partir d'octobre 1789, le centre politique de la Révolution, il passe, en fait, de Versailles à Paris. Parce que si tu as suivi, jusqu'ici, avant la prise de la Bastille, on a beaucoup parlé de Versailles, du roi qui loge dans le château de Versailles, que vous connaissez sans doute. Et c'est loin, en soi, de là où sont les Parisiens, du coup. Ouais, c'est pas tout à côté. Surtout quand il n'y a pas les transports comme maintenant. Voilà. C'était pas aussi bien relié, c'était un peu plus rudimentaire. Et puis, du coup, on avait aussi l'Assemblée qui, jusque-là, siégeait à Versailles. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? En fait, les 5 et 6 octobre 1789, le peuple il est toujours mécontent, il a toujours faim. J'adore cet épisode.
Teaser, j'adore cet épisode. Bah, surtout, c'est un épisode où on parle de femmes dans la Révolution, puisque c'est notamment les femmes qui se rassemblent sur la place de Grève, qui est aujourd'hui la place qui est devant l'hôtel de ville, en fait. Donc, on appelle aujourd'hui la place de l'hôtel de ville. Donc, elles se rassemblent et leur idée, au départ, c'est de demander à notre fameux maire Bailly de diminuer le prix du pain et de donner à manger, en fait, aux Parisiens, tout simplement. Donc, c'est les femmes en fait qui protestent parce que c'est les femmes qui sont considérées comme responsables de nourrir en fait le foyer. Sauf que Bailly, elle ne le trouve pas. Bailly. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'elles font? Qui elles vont chercher? Elles remontent à l'autorité au-dessus, en gros. Ouais, c'est exactement ça. On ne fait pas les choses à moitié. On peut trouver une mère? On va aller chercher le roi. Voilà. Okay. Donc, elles se disent, ok, on va chercher le roi et elles vont à pied à Versailles. Ce qui est, donc, comme on a dit, loin, vraiment, enfin. On le sait, on sait que c'est loin, mais là, à pied, ça fait vraiment une trotte et tout, donc il faut être motivé. Ouais, il faut carrément être motivé. Et puis après, elles arrivent à Versailles, elles envahissent le château, et puis elles réclament le retour du roi à Paris, ce qui a lieu le lendemain, le 6 octobre 1789. On ramène en fait le roi et sa famille, donc la reine Marie-Antoinette et le dauphin, qui est leur fils. On les ramène en fait au palais des Tuileries à Paris, parce qu'il ne faut pas oublier que le roi avait aussi un palais à Paris. Ouais. Exact. Voilà. Donc à partir de là, le roi quitte définitivement le château de Versailles. Il n'y habite plus. Il habite maintenant au palais des Tuileries. Il est un petit peu surveillé quand même déjà. Voilà, en gros, on commence à avoir un peu plus de surveillance sur le roi entre guillemets. Et on l'a sous le coude, en gros quoi. C'est exactement ce qui se passe. C'est un premier pas aussi. Enfin, pas un premier parce qu'il y a eu plein d'étapes avant, mais je veux dire c'est une nouvelle étape importante dans ces étapes révolutionnaires. Mais voilà, exactement. Mais on ne met toujours pas en cause en fait là l'autorité du roi. Voilà, on est toujours en monarchie et ça c'est important de le dire. Donc on commence un petit peu à douter du roi, on veut un petit peu le surveiller, mais voilà, il n'est pas question de s'en débarrasser. Il fait partie du projet, quoi. Tout à fait. C'est toujours le projet. Et donc, ici, on a cette petite carte qui montre bien les lieux qui ont été importants dans cette période historique qui est la Révolution à Paris. Donc, si vous êtes venu visiter le musée ou si vous venez, vous verrez qu'on a plein de cartes comme ça dans le parcours pour expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce qui s'est passé quand dans Paris. Et donc, nous, on est où? On est ici. Donc, on est ici parce que le musée Carnavalet est situé dans 2 hôtels particuliers, dont l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau, où sont présentées justement les collections révolutionnaires. Et ça tombe bien parce que Le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est justement un révolutionnaire, c'est un député, et on reparlera de lui plus tard. Parfait. Tout est lié. Alors, on a beaucoup parlé de goodies, et en fait, je te l'ai dit, on continue à en faire même après. Tout au long du 19e siècle, on fait des goodies, et notamment ici. Mes préférés. Clairement, ceux-là, ils sont osés. Ils sont vraiment Donc, on va vous laisser apprécier le Zoom si vous nous rejoignez. On est en live au musée Carnavalet, qui est le musée d'histoire de Paris. On parle de la Révolution, plus particulièrement, comme vous pouvez le constater, avec ces boucles d'oreilles guillotines. Oui. Si tu veux nous donner un peu les détails, parce que vraiment, ils sont goldés, je trouve. Oui, alors effectivement, donc sur la droite, en fait, on a une représentation. Donc en haut, on a le bonnet phrygien. Juste en dessous, on a le couperet de la guillotine. Et tout en bas, on a la tête de Louis XVI avec les yeux fermés. Et sur la gauche, on a à nouveau notre bonnet phrygien, notre couperet de la guillotine. Et puis tout en bas, les yeux de la tête de la reine Marie-Antoinette, avec cette fois-ci les yeux ouverts. C'est incroyable comme objet. Vraiment, ça vaut le coup de venir au musée juste pour voir ça, vraiment. Et ça, c'est un objet qui date de la fin du 19e siècle, donc on voit bien que... Ah oui, c'est fin 19e siècle? Oui. Ok, donc c'est un truc vraiment bien éloigné de la Révolution en fait. Ok. Donc on se rend compte qu'on continue encore et encore à produire des goodies de la Révolution. Gros succès de la guillotine, quoi. Voilà, et justement à côté, on a son inventeur qui lui a donné son nom, qui est Joseph Ignace Guillotin. Très bien. Et d'ailleurs, c'était une invention qui se voulait plutôt humaniste parce que ça tuait plus vite que les coups de hache longs ou ce genre de choses. Ça tranchait net. Et puis il y avait une idée d'égalité aussi du coup devant la mort. Donc c'était considéré comme une invention plutôt positive à l'époque en tout cas. On va dire ça, oui, carrément. Mais je te propose de partir sur une note plus joyeuse et d'aller fêter un anniversaire dans la salle d'à côté. Alors, on est le 14 juillet 1790. Donc un an après. Ouais, c'est ça. On est un an après la prise de la Bastille. Ouais. Alors, on a toujours nos fameux produits dérivés, bien sûr. Donc là, on a un soulier qui est aux couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge.
Là, on a un éventail. Alors, c'est un éventail qui représente le champ de Mars. Oui, je vois. Parce qu'au champ de Mars, c'est là que va avoir lieu le fameux anniversaire de la prise de la Bastille. Et on le célèbre à l'occasion d'une fête qui s'appelle la fête de la Fédération. Très bien. Donc, on y va en grande pompe, quoi, si je puis dire. Ouais. Lol, des pompes. Ok, j'évite les blagues. Mais oui, d'accord. Donc, si vous venez de nous rejoindre, hein, on est en live au musée Carnavalet, on parle de la Révolution. Et là, on en est à 1 an après la prise de la Bastille, à la fête de la Fédération, c'est ça que tu as dit? Ouais, c'est la fête de la Fédération. Et donc, c'est un très, très grand événement pour l'époque. Et on a des personnes qui viennent de toute la France. On a aussi beaucoup de Parisiens qui y assistent. Et puis, ça tombe bien parce qu'on a une représentation de l'événement ici au musée. On va contempler ça. Oui, ok. Ah oui, il y a du monde. C'est impressionnant, le nombre de personnages sur le tableau, quoi. Ouais, donc c'est un tableau qui est assez impressionnant, qui est réalisé par un artiste qui s'appelle Charles Thévenin. Et donc Charles Thévenin, il représente cet événement qui a vraiment une ampleur historique importante. Donc on voit que là, il y a une foule immense. À ton avis, c'était combien? Ok, je suis mauvaise à ce genre de truc, mais je sais pas, il y a des milliers. Oui, il y a des 10 000. Alors, je ne te propose pas de les compter. Merci, cool. Mais en effet, en tout et pour tout, on sait qu'il y a eu 250 000 personnes qui sont venues assister à l'événement. Ah ok, je suis de très loin du compte. Ouais. Et pour donner une idée, c'est l'équivalent de certains festivals aujourd'hui en France, par exemple les Solidays. Mais attends, les Solidays, genre tous les Solidays, pas un jour de Solidays. L'ensemble des Solidays. Ouais, voilà, tout réuni, c'est incroyable. Ouais. Ah ouais. Et donc c'est vraiment un moment festif, un peu comme un festival, donc avec beaucoup de chants, beaucoup de musique, c'est en plein air, c'est très joyeux. Et en fait, ce qu'on veut montrer, c'est l'adhésion du peuple et du roi au projet constitutionnel. Donc là, on voit le roi sur le tableau. Donc effectivement, là, tout à droite du tableau, on a le roi qui tend son bras et puis donc pour prêter serment. Et puis derrière lui, en fait, on a la reine Marie-Antoinette avec leur fils le dauphin. Et puis on a la foule immense et ils sont bien sûr là aussi pour jurer fidélité au roi. Donc on jure fidélité au roi, à la loi et à la nation. Donc là, on est vraiment plutôt en train de se tourner vers un projet de monarchie constitutionnelle. Donc voilà, donc là, on est alors monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire meilleure répartition des pouvoirs, plus une monarchie absolue, etc. Donc le roi accepte de déléguer des pouvoirs à une assemblée. À une assemblée. C'est vraiment ce qui va se passer? C'est pas exactement ce qui va se passer. En fait, ce qui se passe, c'est que malgré tout, malgré cette très très belle mise en scène et toute la joie qu'il y a à faire cette fête, en fait, le roi, il a d'autres projets. Et ces projets, c'est de partir à l'étranger, de fuir la France. Il commence à flipper, non? Il commence un peu à flipper. Et donc, il se dit, peut-être que j'irais bien me réfugier chez mes amis à l'étranger. Donc, il tente de fuir. Il tente de fuir dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Donc, 1 an après cette fameuse fête de la Fédération. La fameuse fuite de Varennes. Oui, c'est la fameuse fuite de Varennes. Donc, qui se produit dans la nuit du 20 au 21, comme je l'ai dit. Sauf que le 21, le roi et sa famille sont interceptés à Varennes. Loupé. Voilà, loupé. Et donc, bien sûr, voilà, très mauvaise com auprès du peuple. Ils ne sont pas du tout contents. Et donc, on fait revenir le roi aux Tuileries. Et cette fois-ci, il est vraiment très, très surveillé parce qu'on ne veut pas qu'il recommence. Et la confiance est brisée, j'imagine. La confiance est brisée. Mais ce n'est pas tout de suite qu'on décide de se débarrasser du roi. Petit à petit, en fait, on va avoir une dégradation, on va dire, de la confiance entre le roi et son peuple. Et on arrive un petit peu au pic le 10 août 1792. Le 10 août 1792, on a de nouveau le peuple qui va se révolter et le peuple, il envahit le palais des Tuileries. Donc le palais des Tuileries, pour rappel, c'est le château du roi et de sa famille à Paris. Très bien. Donc c'est là où ils habitent. On n'est plus à Versailles, on est aux Tuileries maintenant. Le peuple est encore à nouveau en colère et décide de prendre les Tuileries. Exactement. Et que deviennent les souverains? Alors, que deviennent les souverains? Le 13 août 1792, ils sont enfermés à la prison du Temple. Ok, donc là, on passe vraiment en mode c'est nul et ils sont plus chez eux, dans leur palais, etc. Ils sont plus chez eux.
Et bien sûr, au musée, on a des objets qui sont un petit peu des souvenirs de cet événement historique. Alors, je l'ai un petit peu dit, mais j'ai pas trop développé. Qui ont été ramassés aux Tuileries, c'est ça? Oui, c'est ramassé lors de la prise des Tuileries. Et en fait, nous, on appelle ces objets des objets d'histoire et de mémoire. Et on en a toute une série au musée Carnavalet. Et c'est un peu une particularité du musée que de dire que ces objets qui ont appartenu à des figures historiques, comme ici le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, mais on en a d'autres aussi, comme le mobilier de Marcel Proust, le fauteuil de Voltaire, enfin, tous ces objets, on les considère aussi comme des témoignages très matériels d'existence de personnages historiques importants. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu sais ce que c'est? Pas du tout. Alors, c'est un petit poêlet qui a été trouvé dans la chambre de Louis XVI. Alors ça, je pense que tu peux deviner. Ça, c'est une chaussure de la reine, forcément. Ou de quelqu'un de son entourage, je ne sais pas. Tout à fait. C'est une chaussure de la reine Marie-Antoinette et elle est récupérée par un garde au moment, justement, de la prise des Tuileries en 1792, août 1792. Et donc, il y a un garde qui s'est dit, je vais garder cette chaussure. Et oui. Et on va la conserver. Et une seule. Voilà, comme un souvenir de la reine. Et donc, aujourd'hui, on le présente au musée. Et puis à côté, on a un document aussi qui est important. C'est le dernier ordre en fait qui a été donné par le roi Louis XVI. Alors, dernier ordre parce que qu'est-ce qu'il arrive à Louis XVI ensuite? Ses pouvoirs ils sont suspendus. Ses pouvoirs ils sont suspendus, donc il s'appellera plus Louis. Ici, il signe Louis, mais il s'appellera plus Louis. Il va s'appeler Louis Capet pour dire que c'est un citoyen parmi d'autres. Et le 21 septembre 1792, on élit une assemblée au suffrage universel masculin. C'est la Convention, et donc la Convention, c'est la première forme de gouvernement. Et c'est le début de la Première République. C'est l'avènement de la Première République, plus de monarchie, ça y est. Oui, donc la monarchie, ça s'arrête, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec le roi. Pour l'instant, on n'a pas trop décidé. Voilà, il y a beaucoup de débats, on va voir ensuite ce qu'on en fait. Mais en tout cas, c'est le moment où débute la Première République qui dure de 1792 à 1804. Oui, donc il faut se rappeler, parce que c'est vrai que quand on pense à la Révolution, on pense prise de la Bastille et roi décapité, mais en vrai, il y a quand même 4 ans, c'est ça à peu près, où on est dans une monarchie constitutionnelle, quoi, en gros. Enfin, oui, voilà, ça dépend des moments, mais on ne passe pas tout de suite sur une république, en tout cas. Non, et pendant un moment, on est plutôt attaché à ce pouvoir royal, et il y a toute une série d'événements qui mènent un petit peu à ce qui se passe le 10 août 1792, même si on n'a pas pu tout dire en détail, parce qu'on n'a qu'une petite heure. Donc, si vous venez au musée Carnavalet, vous verrez une des dernières signatures de Louis XVI, du coup, en tant que Louis. Voilà, et vous pouvez même essayer de lire ce qui est écrit. Oui, alors ça va être une autre affaire. Donc, le roi ordonne au, je ne sais pas, de déposer à... Le roi ordonne aux Suisses de déposer à l'instant leurs armes et de se retirer dans leur caserne. Louis. Voilà. Louis, on peut bien le lire, et c'est écrit en dessous, heureusement. Les Suisses. Alors, les Suisses, c'est les gardes suisses, donc c'est la garde rapprochée de Louis XVI, notamment. Tout simplement. Ok. Et bien, du coup, tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce qui devient de la famille royale. En fait, ils sont enfermés, ils sont emprisonnés. Là, c'est mauvais, ça le temps. Ça commence à craindre vraiment beaucoup. Déjà, ils sont en prison, donc ils sont en prison, dans une prison qui s'appelle la prison du Temple, qui est dans Paris. Ils sont quand même ensemble. Ils sont quand même ensemble, Et on voit ici, justement, la reconstitution de leur chambre. Mais ça va, ils avaient un billard. Alors, ils ont franchement, ça va. Le dauphin, il a des petits jeux. En vrai, on sait que les conditions étaient plutôt rudes, même s'il y a des traces d'objets du quotidien et tout. C'est pas la même chose qu'à Versailles, mais ça reste assez élégant, à mes yeux. Enfin, chez moi, les chaises, elles sont pas comme ça. Elles sont pas comme à la prison du Temple, hein, clairement. Donc voilà, donc effectivement, on a leur mobilier, on peut voir un peu comment ils vivaient dans cette prison du Temple. Et puis surtout, c'est l'occasion de te parler un petit peu de ce qui se passe pour eux. Donc en fait, Louis XVI, il a un procès et à la suite de ce procès, il est condamné à mort et il est guillotiné le 21 janvier 1793. Donc à partir de là, on n'a plus du tout de roi. Le roi a été guillotiné. Enfin, il y a un dauphin. Il y a le fils du roi. Il y a un dauphin. Et il y a toujours, bien sûr, la reine Marie-Antoinette. Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux? La reine Marie-Antoinette, déjà, elle est transférée pour être emprisonnée dans un autre bâtiment de Paris qui est la Conciergerie, qui se visite aujourd'hui. Et elle est, elle aussi, condamnée à mort et guillotinée le 16 octobre 1793. Et puis, le dauphin... C'est longtemps après. Ça fait beaucoup de mois à attendre. Oui, ça fait quelques mois à attendre. Et le dauphin, il attend encore plus longtemps. Donc, il reste seul en prison au Temple. Et il meurt à son tour le 8 juin 1795. Donc là, maladie. De maladie.
exactement. Il est très jeune. Il est très jeune. Très bien. Pas très agréable comme fin. Voilà. Mais bon, la confiance a été rompue. La confiance a été rompue, c'est certain. Et donc, je t'ai parlé de 1792, qui est donc le début de la Première République. Début de la Convention. Oui, le début de la Convention. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, la Convention, c'est la première forme de gouvernement de la Première République. Parce qu'il va y en avoir plusieurs qui se succèdent. Oui, on va en avoir plusieurs. On a la Convention, le directoire et le consulat. Alors déjà, on va vous expliquer un petit peu la Convention. Ouais. La Convention, c'est un parlement qui a à ce moment-là le pouvoir politique en France. Pas de président de la République dans cette Première République, en fait. Pas de président de la République. Ce sera dans la deuxième. Par la suite, on en aura d'autres. Ouais. Mais pas tout de suite. Donc convention, la Convention, on a des différents députés, on va voir leur portrait. Ce qui est important à savoir sur cette assemblée, c'est qu'on a un peu une opposition entre des députés d'un côté qu'on appelle les Girondins, qui sont plutôt modérés, et de l'autre les Montagnards, qui sont un peu plus radicaux. Donc le premier député qu'on peut voir ensemble, c'est lui, c'est Camille Desmoulins. Oui, ça c'est des noms qu'on connaît parce que on les a entendus à l'école, on les entend dans les rues, etc. Camille Desmoulins, il est quel bord politique? Il est montagnard. Ok. Donc à côté, un autre montagnard et même l'un des meneurs de ce qu'on appelle la montagne, c'est Georges Danton. Ouais. En effet, c'est un nom qu'on connaît aussi. Voilà. On peut retrouver tout leur... À côté, Hérault de Séchelles. Et puis surtout là, on va parler de quelqu'un que vous connaissez sans doute, que tu connais. On l'attendait. On l'attendait. C'est Robespierre. Alors déjà, on va en parler à partir des fameux objets d'histoire et de mémoire qu'on a au musée. Ah oui. Donc pareil, des petites traces du quotidien de toutes ces personnes. Ouais. Incroyable quand même d'avoir... c'est fou d'avoir ces objets. Donc voilà, ici on a le porte-document de Robespierre. Juste là, une tasse qui lui a appartenu. Là, un plat à barbe. Là, encore un peu plus étrange, on a un médaillon qui contient une de ses mèches de cheveux. Mais ça, c'est fou, c'est vraiment une relique comme les reliques religieuses, quoi. Il y a son ADN, quoi. Le jour où on a la technologie, on peut recréer. En fait, c'est un peu l'idée. On a gardé les cheveux de beaucoup de personnes dans l'histoire. Et donc, juste en dessous, on a justement des boutons de son gilet de chasse. Ah, ok. C'est vraiment émouvant de voir ces petits objets. Oui, c'est assez étonnant. Ouais, bah oui, les cheveux qui sont blancs parce qu'ils ont été coupés. Donc... Et en plus de ces objets, bien sûr, on a aussi son portrait. Ouais, celui-là, on l'a vu plein de fois aussi. Ouais. On l'a vu plein de fois, puisqu'il faut savoir un petit peu de Robespierre, c'est que c'est pas seulement un des meneurs, donc des députés montagnards, c'est aussi un petit peu le nom qu'on associe tous à cette période de la Révolution qu'on a appelée la Terreur. Et il a d'ailleurs un petit surnom qui est l'incorruptible, parce qu'il avait vraiment un très très haut standard en termes d'idéaux, d'égalité, de vertu. Ça coupait vite les têtes, quoi. Oui, à l'époque c'était un petit peu ça. Ouais. Et pourtant, voilà, il était par exemple pour l'abolition de l'esclavage et étonnamment contre la peine de mort. Mais ça, c'est assez paradoxal. On le sait pas trop. Mais voilà, c'était la marque de son engagement politique. Et puis Robespierre, c'était donc à ses côtés, on va dire, dans la montagne, on avait un autre homme politique qui est assez connu et assez important et assez radical. C'est Jean-Paul Marat. Marat, vous connaissez probablement, enfin moi en tout cas, je connaissais le tableau de Marat assassiné, mais je pense que c'est tout ce que je savais. C'était un tableau de David aussi, également. Et en vrai, j'en sais pas plus sur cet épisode. Oui, tu as raison. Donc il y a un tableau très célèbre de David, mais qui n'est pas ici au musée, mais on peut en voir d'autres. Ouais. On va voir l'épisode quand même représenté. Et ce qu'on ne dit pas trop, c'est que, encore une fois, c'est une femme qui a assassiné Marat, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est une femme qui a assassiné Marat. Mais d'ailleurs, le fait que ça soit une femme... Je ne dis pas ça avec fierté non plus, hein, je veux dire, un assassinat, d'accord. Mais bon, on n'en parle pas trop du fait que ça soit une femme qui l'ait fait. Surtout, on ne parle peut-être pas assez, pas suffisamment du rôle politique que les femmes ont joué dans la Révolution. Et les femmes comme Charlotte Corday, vraiment, en fait, son assassinat de Marat, c'est pas une sorte de geste irraisonné, d'impulsion, pas du tout. C'est vraiment un acte politique qui est réfléchi. Alors, peut-être vous vous dites qui c'est Charlotte Corday. Ouais. Alors, Charlotte Corday, en fait, c'est donc une jeune femme qui est née en Normandie et à ce moment-là, elle habite à Caen. Et à Caen, en fait, on a des réunions politiques de députés girondins. Alors, vous allez me dire, la Convention, je croyais qu'elle était à Paris. Donc, elle est à Paris. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a les députés girondins qui sont un petit peu chassés par les députés montagnards. Donc, ils se réfugient à Caen.
Et donc, en fait, Charlotte Corday, elle assiste à ces réunions politiques. Donc, ça veut dire qu'il y avait des femmes, d'autres femmes qu'elle, qui assistaient à ces réunions politiques, qui peut-être participaient ou en tout cas se nourrissaient, on va dire, de ces idées. Ok, et donc la prochaine étape pour Charlotte Corday, c'est qu'elle se dit la révolution de Marat. Elle est choquée de Marat. Et après l'assassinat, d'ailleurs, elle a dit voilà, j'ai tué un homme pour en sauver 1000 autres. Oui, en gros, elle considère que ses décisions politiques à lui ou ses idées sont trop dangereuses et violentes. Notamment parce qu'il a un journal, donc un journal qui est donc publié à l'époque sous forme de placards. Les placards, en fait, c'est des feuilles de journaux qu'on appose dans les rues. C'est pour ça qu'on appelle ça, donc sur les murs, dans les rues, c'est pour ça qu'on appelle ça placard. Et donc, c'est très lu. Et dedans, il appelle beaucoup à la violence. Et elle trouve, ça lui fait peur, en fait. Et elle se dit, en fait, pour... c'est la violence, je vais utiliser la violence. Voilà, exactement. Pour arrêter la violence, je dois, moi, utiliser aussi la violence. Et donc, elle se rend à Paris, parce qu'elle n'habite pas à Paris, je le rappelle. Elle vient vraiment à Paris dans l'idée de potentiellement assassiner Marat. Et donc, elle essaye par 3 fois d'entrer chez lui. Elle n'y arrive pas. Et puis, la 3e fois, elle y arrive. Alors, elle retrouve Marat dans sa baignoire. Pourquoi est-ce que Marat est dans sa baignoire? Il se lavait. Alors, il se lavait, mais pas seulement. En fait, Marat, il a une maladie de peau. Et donc, en fait, il est enfermé chez lui. D'ailleurs, il peut plus sortir parce qu'il souffre trop de sa maladie de peau. Et donc, il prend beaucoup de bains. Okay. Donc, elle le trouve dans sa baignoire. Et là, elle le poignarde et il meurt. Donc là, on est le 13 juillet 1793. Et comment on sait qu'elle avait toutes ces idées-là, etc. Alors, on sait qu'elle avait ces idées-là, notamment parce qu'en fait, elle a écrit depuis. Donc, ensuite, elle a été emprisonnée et puis condamnée à mort. Mais avant d'être exécutée, elle a écrit et elle a raconté pourquoi elle avait commis cet acte-là. Et on pouvait vraiment se rendre compte que c'était un acte politique assez réfléchi. Après, bien sûr, je pense que tu le sais bien, quand on étudie l'histoire, on se rend compte que souvent, les actes des femmes sont beaucoup discutés, réinterprétés. C'est hystérique. Voilà. Donc, ça a et dépolitisé surtout. Et dépolitisé, tout à fait. Alors qu'on sait grâce à ses écrits pourquoi elle a réfléchi son truc et quelle est son intention, en effet, politique derrière et pas, je sais pas quoi, psychiatrique ou voilà. Voilà. Ok. Donc Charlotte Corday, donc une femme assez impressionnante, bon on est d'accord ou pas, mais en tout cas assez impressionnante par cet acte. Et puis à côté, bien sûr, dans la vitrine, on a des petits souvenirs de Marat. Ça c'est fou. Donc ici, on a des petits boutons de porte qui ornaient sa porte de salle de bain. Et ça c'est pareil, je me dis, il y a des gens, ils se sont dit... Oui, on va garder ça, les boutons de porte de la salle de bain. On a non seulement gardé les boutons de porte, mais pas que. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont choisi un petit peu de collectionner, on va dire, les souvenirs de la maison de Marat. Par exemple, on a sa baignoire qui est conservée au musée Grévin. Si vous allez au musée Grévin, le personnage de Marat, il est présenté dans une baignoire, c'est la vraie. C'est la vraie. C'est la vraie. C'est fou. Okay. Et encore plus étrange, voire un petit peu glauque, on a la mâchoire de Marat. Ici. Un petit peu glauque, on peut le dire, ouais. Mais d'accord. Et donc ça a été retrouvé où? Après son décès, ça a été récupéré par quelqu'un ou... Oui, ça a tout à fait été récupéré par quelqu'un. C'est un étudiant en médecine qui a mené des fouilles dans le cimetière Sainte-Geneviève à Paris et qui aurait retrouvé ce fragment de mâchoire. Il a déterré... Ok. D'ailleurs, si on fait un petit zoom à la caméra, on voit que c'est écrit dessus. Ok, incroyable. Enfin, du coup, on ne peut pas savoir sûr à 100%. C'est lui qui a dit c'est la mâchoire. Voilà, ouais, c'est présumé. Ok, très bien. Mais c'est quand même un délire de se dire trop bien, j'ai trouvé sa mâchoire, je vais la ramener. Ok, soit. C'est sans doute une des choses les plus bizarres que vous pourrez voir ici au musée, mais il y en a plein d'autres quand même. On peut faire la chasse aux œuvres insolites. Entre les cheveux de Robespierre et la mâchoire de Marat, on est servi carrément. Et donc là, on avance et on est dans la salle qui est dédiée donc au directoire. Donc le régime qui suit, le type de gouvernement, de régime qui suit la convention. Oui, donc je rappelle, il y en a 3. Il y a la convention, il y a le directoire et puis il y a le consulat. Alors le directoire, ça s'appelle comme ça parce qu'on a 5 directeurs qui exercent collectivement le pouvoir exécutif. Donc on a toujours cette idée, j'imagine, après la monarchie absolue où tous les pouvoirs étaient concentrés dans une figure, de ne pas avoir reproduit ça, et c'est pour ça que tu as plusieurs personnes en tête. On a très très peur de la concentration des pouvoirs, et donc c'est pour ça qu'on opte pour cette forme-là. Mais malgré tout, on a quand même des figures politiques qui commencent à émerger, et on a notamment quelqu'un
que vous allez tous connaître, que tu vas connaître. J'ai fait un petit peu connaître, ouais. Ouais. Qui a connu à ce moment-là une ascension vraiment mais fulgurante, qui a gagné beaucoup de pouvoir. Il a été nommé général en chef de l'armée de l'intérieur et il est là. Et oui, c'est Bonaparte bien sûr. Voilà. Et donc Bonaparte qui est un révolutionnaire avant de s'accaparer tous les pouvoirs, donc sous l'Empire. Mais oui, d'accord. Donc directoire, c'est déjà, on a déjà la présence de Napoléon Bonaparte alors. Oui. Donc il y a plutôt là pour l'instant du pouvoir dans l'armée. Et puis après, il va y avoir d'autres pouvoirs politiques, mais on ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui. Et voilà. Et aujourd'hui, on va s'arrêter à cette frontière de 1799, on a dit. Fin du directoire. Après, on passera au consulat, donc où Bonaparte sera bien placé, on va dire, et puis ensuite l'Empire, etc. Oui. Mais tu as encore des objets insolites à me montrer, il me semble. Bah oui, en fait, du coup, la Révolution, je l'ai dit, c'est vraiment une période historique sans précédent. Et notamment, c'est un moment où on se dit qu'on a besoin de repenser plein de choses. Donc, on a des héritages qu'on a gardés et d'autres qu'on n'a pas gardés. Et ça, c'est vraiment un des trucs les plus fascinants, je trouve, à voir. Donc, si vous venez d'arriver, on est en live au musée Carnavalet, qui est le musée de l'histoire de Paris. Et on fait un focus pour cette visite sur la Révolution. Et donc, les révolutionnaires, notamment, ils se sont dit, comme on veut se détacher des symboles religieux, il faut aussi laïciser notre calendrier. Oui, laïciser les noms de lieux aussi. On laïcise, alors ça, on ne l'a pas forcément gardé, mais on a laïcisé beaucoup de noms de lieux. On a laïcisé les noms des églises, enfin... Genre enlever le saint quelque chose, machin. Il y a beaucoup de noms de lieux qui sont laïcisés. Alors, on a des choses quand même qu'on a gardées, il faut le dire. Il y a des choses qui sont restées. Donc, par exemple, les francs, un nouveau système de mesure avec les litres, avec les mètres. Mais aussi un nouveau système de mesure du temps. Voilà, alors c'est là où on adopte le mètre. C'est là où on adopte le mètre. Qu'on a toujours aujourd'hui. Par contre, ils ont testé une autre mesure du temps qu'on n'a pas gardée aujourd'hui. On ne l'a pas gardée. C'est pas plus mal parce que... C'était un petit peu compliqué. Même à l'époque, c'était compliqué. Donc ça se passait comment? Donc, ça s'est passé entre 1793 et 1795. L'expérience, 2 ans, ça a suffi. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on se dit... Le système duodécimal, on veut le remplacer par un système décimal. Donc dans décimal, on entend 10. Ah oui, d'accord, c'est dans une idée de ça. Oui, d'accord, je vois. Donc ce qui se passe, c'est qu'un jour, c'est 10 heures. Donc une journée est divisée en 10 heures et une heure est divisée en 100 minutes. Donc ça donne une mesure de l'heure qui est complètement différente. Et donc, comme pas tout le reste du monde. Voilà, on est vraiment, alors là, on est vraiment à part. Et donc voilà, donc là on peut tester si on veut d'avoir les cadrans de l'heure du temps, de l'heure révolutionnaire et de l'heure l'autre standard. Clairement, on s'est dit que c'était pas tout à fait simple pour les gens de comprendre, et donc c'est pour ça qu'on a fait cette petite manip qui compare ici le système duodécimal et ici le système décimal. Tu veux tester? Allez. Donc là par exemple, je sais pas quelle heure il est car j'ai pas l'heure avec moi. Mais en gros, quand je fais 2 tours de ça, j'en fais 1 de ça, en gros. Donc là, s'il est 3 heures chez nous, il est... Attends, mais pourquoi le 1, il est là? Bon, ok, 6 heures, c'est ça? C'est bizarre. 6 heures. Ah oui, parce que ça décale. Ah, waouh, extrêmement compliqué, d'accord. Et donc, on constate que personne ne s'y est mis, apparemment. C'était trop compliqué. Ah oui, il faut que je fasse un autre tour, sinon ce tour-là n'est pas fini. Tac. La mentalité des gens, on a réussi à adopter le mètre, mais pas le changement de temps, on peut comprendre. Parce que pour se donner rendez-vous à la nouvelle heure, c'est pénible. Déjà, juste un changement d'heure d'été-hiver, on n'y arrive pas. Donc, ok. Donc voilà. Donc midi, par exemple, il est 5 heures. Très bien, extrêmement simple. Oui, parce que moitié de la journée. Ok, en vrai, c'est pas si compliqué, mais c'est juste... pour mettre tout le monde, pour que tout le monde passe à ça, j'imagine que ça c'est compliqué. Et en plus, on ne s'est pas arrêté là. Parce que pourquoi faire simple? On a aussi changé, alors on a parlé de laïcisation, donc on enlève les saints, donc on enlève aussi les saints du calendrier et on transforme en fait généralement le calendrier, on renomme tout, les mois, ça j'avais déjà vu des très jolis noms de mois de l'année. Genre, je me rappelle plus, mais Brumaire on connaît parce que c'est quand il y a eu le coup d'état de Bonaparte. Mais oui, voilà, il y a plein. Et il y a aussi des noms de jours, tu dis. Il y a aussi des noms de jours. Et donc aujourd'hui, tu sais quelle année... Parce qu'on renumérote aussi à 0
les années, c'est ça? Oui, genre l'an 0, exactement. Ouais. On repart à 0. C'est comme si voilà, la Révolution, c'était le point de départ comme la date de Jésus-Christ, mais en version révolution. Ouais. Et donc, effectivement, on a l'an 1, l'an 2, l'an 3, donc on change tout. Alors voilà, ça a duré qu'un certain temps. C'est 1793-1806, ce nouveau calendrier. Oui, quand même. Et donc, Mais quand même. bien sûr, pour aujourd'hui, on a fait nos Vous avez petites fait le recherches calcul, avant de t'accueillir. Quel jour sommes-nous? Donc, on est le 15 Ventose. 15 Ventose, c'est joli. 15 Oui. Ventose, parce que Ventose, c'est un mois d'hiver et il y a le vent, c'est un truc comme ça, tout Oui, simplement. voilà, c'est une inspiration. On s'inspire beaucoup en fait de la nature, des animaux, des calendriers des saisons, voilà. Et sur surtout, 2 semaines. les jours, on les renomme aussi. On peut plus avoir de Sainte Manon, par exemple. Et donc aujourd'hui, le jour s'appelle Chèvre. Alors, très joli choix, non? Et ça, c'est surprenant, genre Ventose et tout, Brumaire, c'est joli, mais... Enfin bon, on n'a pas, j'imagine, pas choisi ça pour l'esthétique, mais chèvre, c'est déroutant. Et puis ça a plus d'impact que ce qu'on pense, parce qu'il faut imaginer que comme on nomme les enfants d'après les calendriers des saints, et brusquement, on les nomme d'après le calendrier révolutionnaire. Donc je pense que tu peux imaginer ce que ça donne. Ok, super. Les parents bobos, si vous cherchez un prénom vintage très peu utilisé, chèvre pour votre enfant, ce sera plus à la mode que Maximilien, qui était aussi parmi nous, mais celui-là, au moins, personne ne va vous le piquer, je pense. Marius, il y en a beaucoup maintenant des Marius. Prenez chèvre. Très bien. Alors là, on quitte le thème de notre visite pour aujourd'hui. On est où? Alors là, on entre dans les salles qui sont consacrées au 1er 19e, mais malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir. On aimerait bien voir tout ça, mais on ne peut pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Maxime, pour voir tout ça? Eh bien, il faut venir, tout simplement. On est d'accord que le musée est 100% gratuit? Oui, le musée est complètement gratuit. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Ouais. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas besoin de justificatif. Gratuit pour tout le monde, ouvert, alors pas le lundi justement, nous on a eu le bonheur de pouvoir visiter, ça c'est les privilèges de mon taf, j'adore, de visiter le musée vide, donc le lundi c'est fermé, mais sinon c'est ouvert tous les autres jours. Oui, c'est ouvert donc du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Très bien, donc gratuit pour tout le monde, ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h. J'ai donné toutes les infos pratiques importantes de si vous avez envie de venir voir ce trop beau musée, parce que nous, on n'a vu qu'une toute petite partie. Il y a 1 milliard de choses en plus de venir scruter en vrai les cheveux de Robespierre, n'est-ce pas? Et je crois que pour conclure, tu vas me montrer ta salle préférée. Oui, j'avais vraiment envie de te la montrer. Oui, avec grand plaisir. Donc on change un peu de thème pour voir ça, c'est ça? On change complètement de thème, on fait même carrément un bond dans le temps, puisque là, on va arriver en 1925. Oui, carrément. Mais c'est bien parce que comme ça nous donnera un aperçu de la quantité de trucs qu'on peut voir ici. Et notamment le fait, je te l'ai dit, on a plein de collections assez différentes. Et on a aussi des décors qui sont remontés d'anciens hôtels particuliers. Donc les hôtels particuliers, ils sont pris d'hôtels particuliers, donc des demeures de personnes riches. Et ils sont remontés au musée Carnavalet, donc ils sont donnés. Et ça, c'est le dernier décor qui a été donné en 1989. Ah ouais, c'est hyper impressionnant. Donc voilà, donc année 20 et puis ensuite donné au musée en 1989. C'est très très joli. Et il y a plusieurs décors comme ça ici au musée. Oui, on en a plusieurs qui datent vraiment de différentes époques. Donc voilà, là c'en est un, donc c'est une salle de bal en fait. Ok, c'est très très joli. Et assez impressionnant. Du coup, ça donne envie de venir visiter l'entièreté du musée. Moi qui n'ai pas encore tout vu, je reviendrai avec grand plaisir. Est-ce qu'on redonne un dernier coup, peut-être les informations pratiques si jamais les gens n'ont pas tout noté ou viennent d'arriver. Donc, musée Carnavalet, c'est le musée de l'histoire de Paris. Nous, on s'est fait une petite visite spéciale Révolution et en plus, on n'a même pas, évidemment, on ne s'est pas arrêté sur toutes les pièces qu'il y a, même pour parler de la Révolution, puisqu'il y a tellement de choses, à voir, mais bref, c'est vraiment fascinant, c'est génial de le voir en vrai. Si vous avez la chance d'être à Paris ou de venir, n'hésitez pas parce que c'est trop bien, c'est gratuit et c'est vrai qu'en plus, la partie Révolution, c'est aussi une histoire qui touche toute la France et tout, donc c'est assez émouvant de voir ça, de voir tous ces objets qui sont là. Mais il y a beaucoup plus à voir, comme des très belles salles comme ça, donc il faut revenir tous les jours entre 10h et 18h, sauf le lundi, en gros. Sauf le lundi. Très bien. Top. On va se quitter là-dessus, tristement, mais... mais il faut bien conclure. Mais en tout cas, merci pour cette visite, c'était vraiment trop trop beau. C'est vraiment
plaisir de t'accueillir, Manon. Je vais revenir, je veux tout voir maintenant. Bah, on t'accueillera. Merci, merci beaucoup.